Bonjour, bonjour à tous pour cette conférence S'expatrier en famille. Partir travailler à l'étranger, c'est bien, mais souvent on a une famille que l'on embarque dans cette très belle aventure. Et quand on part en famille et qu'on vit en famille à l'étranger, il faut faire attention à un certain nombre de choses. C'est justement ce que va nous expliquer Mathilde Morer. Bonjour. Vous êtes notaire à Chevreuse et spécialisée en droit international. Alors, on va aborder plein de points clés autour de la famille française à l'étranger. J'imagine que les choses changent radicalement pays par pays, même en Europe. Pour l'Union, tout à fait. Oui, c'est très important. Merci beaucoup de m'accueillir. Ce soir, on va aborder s'expatrier en famille. Alors, on va voir trois grands thèmes, deux principaux et un peut-être un petit peu plus à la marge. On va parler des régimes matrimoniaux, parce que ça, c'est très important. On va parler des unions et on va parler de succession. Voilà, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que vous avez dit, chaque État a vraiment sa propre façon d'aborder votre situation, donc votre situation maritale, votre situation en termes de séparation et également en termes de succession. Ce qu'il faut comprendre, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, c'est une matière qui est très dense. Ce que j'aimerais que vous reteniez à l'issue de cette conférence, c'est vraiment de bien voir que la situation qu'on a en France, la façon dont on a de voir sa situation matrimoniale, de succession avec les enfants, avec ce qu'on aura pu faire, que ce soit en donation entre époux, voilà, tout ça, testament, même régime matrimonial, ne s'exporte pas forcément. Voilà. Si on ne fait rien, on risque d'avoir de petites surprises parce qu'encore une fois, le pays dans lequel vous allez vous rendre n'abordera pas votre situation de la même façon que la France. Bien, mais justement, attaquons. Quels sont les différents types de régimes matrimoniaux qui peuvent exister? C'est quoi la différence entre déjà la France et l'étranger d'une manière générale? Alors c'est vrai qu'en termes, là c'est le premier terme qu'on aborde, c'est effectivement les régimes matrimoniaux. Ce qu'il faut considérer, c'est que vous avez des États qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un régime matrimonial. Alors en France, on sait rarement d'ailleurs sous quel régime matrimonial on est marié. En France, on a un régime légal, c'est-à-dire que vous vous mariez, vous ne faites pas de contrat de mariage. En France, on va vous considérer marié sous le régime de communauté légale. Dans un autre pays, ça peut être totalement différent. Vous avez par exemple les pays de droit anglo-saxon qui ne connaissent même pas le régime matrimonial. Vous êtes marié sous quelque chose qui est assimilé chez nous à une séparation de biens. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est qu'un régime matrimonial, pour le déterminer, on va appliquer une certaine loi. Et là, c'est pareil. Chaque État a ses propres règles pour déterminer votre régime matrimonial. Un régime matrimonial, c'est comment vous allez gérer vos biens au cours de votre mariage, mais également de quelle façon ils vont vous être distribués en cas de liquidation de votre régime, c'est-à-dire soit en cas de séparation, soit en cas de décès. Et en fait, on a la chance quand même d'être dans l'Union européenne. Et en Union européenne, on s'est mis d'accord sur des règlements. Et notamment, on a un règlement sur les régimes matrimoniaux. Ce qui nous permet de déterminer dans 18 États sur les 27, de déterminer de la même façon sous quel régime matrimonial, en tout cas sous quelle loi vous allez être considéré comme étant marié. Alors, cette loi-là, ça va être la loi de votre première résidence matrimoniale après votre union. Si vous ne faites rien, que vous ne faites pas de contrat de mariage et que vous ne choisissez pas de fait la loi applicable à votre régime, en fait, vous allez être quand même soumis à un aléa qui va être quelle aura été votre première résidence matrimoniale après votre mariage. On n'a plus vraiment, avec le règlement, il n'y a pas vraiment de délai. Avant, sous les règles internes françaises, on pouvait dire c'est 2 ans parce qu'on considère que c'est suffisamment long pour estimer que les gens avaient voulu se marier sous ce régime-là. Maintenant, c'est en fait où est-ce que vous vous êtes installé juste après vous êtes marié. Et c'est pas parce que vous... Voilà, aujourd'hui, je me marie en France, je pars habiter en Italie. C'est pas la même chose que je pars habiter en Italie et on se marie. Voilà, là vous allez vous marier en France, vous partez en Italie, directement en Italie. Vous pouvez considérer que vous êtes tous les deux français. Bon, on s'est marié sous le régime français. C'est pas le cas. Si vous vous installez directement en Italie après votre mariage, vous serez marié sous le régime légal italien. Donc ça peut avoir une incidence parce que vous avez, nous c'est le régime légal de communauté, réduit aux acquêts. Donc tous ceux qui n'ont pas fait de contrat de mariage sont mariés sous ce régime-là, en France en tout cas. Et alors que dans certains pays, ça va être la séparation de biens, par exemple.
Si vous vous mariez et que vous allez directement au Royaume-Uni, donc le Royaume-Uni n'a pas vraiment de régime matrimonial, mais en fait chacun continue à vivre comme il était avant. Donc c'est assimilé à une séparation de biens. Ce n'est pas la même chose que d'être marié en communauté. Le régime n'est pas le même. Et c'est vrai qu'on conseille fortement, surtout quand on a des envies de partir ailleurs, qu'on va avoir voilà, une vie un petit peu partout, de faire un contrat de mariage. Parce qu'au moins vous arrêtez donc la loi, et vous arrêtez le régime que vous aurez. Un contrat de mariage, c'est quand même reconnu assez facilement dans le monde, pas partout, attention. Si vous prenez les pays de droit anglo-saxon, c'est vrai qu'ils ont certaines règles pour appliquer vraiment les contrats de mariage. Par exemple, il faut avoir chacun son avocat, il faut laisser un petit délai entre le moment où vous recevez le projet et la signature. Il y a quand même des règles à respecter, mais de manière générale, c'est quand même beaucoup plus sécurisé d'avoir fait un contrat de mariage. Donc ça, c'est important en termes de régimes matrimoniaux. Parce que, mine de rien... En gros, avant de partir, il faut avoir fait son contrat de mariage si on est marié. Mais si on se marie à l'étranger, il faut faire un contrat de mariage en France ? Alors... Avant, quel est le conseil ? Vous pouvez faire des contrats de mariage dans les pays qui reconnaissent, enfin qui ont les contrats de mariage. Il n'y a pas de problème. Vous avez même des pays, ce sera assimilé du point de vue français à une sorte de contrat de mariage. Vous avez des pays qui vous autorisent des options au moment où vous vous mariez dans votre acte de mariage. Ça, on est quand même assez ouvert sur ça aussi, et le règlement le permet, de reconnaître que c'est un choix de loi et un choix de régime. Maintenant, c'est vrai que le contrat de mariage en tant que tel, c'est quand même beaucoup plus sûr. Avant de partir, c'est mieux de le faire. Et puis, vous pouvez le faire à l'étranger aussi. Vous pouvez aussi vous marier, autant vous ne pouvez pas en France, hein, autant vous ne pouvez pas vous marier par procuration, c'est-à-dire qu'il faut aller devant le maire tous les deux, autant vous pouvez faire un contrat de mariage par procuration. Par contre, donc si vous êtes à l'étranger avant de vous marier, vous voulez faire un contrat de mariage en France et vous êtes à l'étranger, on peut le faire. Vous pouvez faire des procurations. Il faut que ce soit des procurations authentiques, donc on aura besoin du notaire quand même, mais vous pouvez le faire par procuration. Et vous pouvez choisir aussi, vous pouvez ne serait-ce que choisir la loi applicable au moins, ne pas choisir forcément un régime dans la loi, mais dire je veux qu'on se marie, enfin on fait un acte devant notaire pour dire je choisis, je sais pas, la loi allemande pour régir mon régime matrimonial. Ce sera le régime légal qui s'appliquera, mais on saura que vous avez choisi la loi allemande. De manière générale, avant de partir, sécurisez quand même la situation dans laquelle vous êtes. Parce que, encore une fois, chaque pays a sa façon de vous considérer. Donc, si vous êtes dans un pays... Alors, Est-ce qu'il y a des pays où ça peut être très problématique, où il faut faire très attention ? Il faut toujours faire très attention. C'est quand même la façon dont vous pourrez gérer vos biens et à qui appartiendront vos biens. Donc, c'est quand même assez fondamental. On n'y pense pas assez, mais même en droit interne, il y a très peu de gens qui font un contrat de mariage avant de se marier, ce qui est vraiment dommage, parce que bon, on n'y pense pas, hein, c'est sûr. Quand on se marie, c'est pas pour ça. Mais il y a un risque de divorce. Et au moment du divorce, on se dit ah mince, mais alors tout est commun, parce que les gens ne pensent même pas qu'on se marie en communauté. Et oui, tout est commun. Donc en interne, pensez quand même au contrat de mariage également, parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses dans un contrat de mariage. Mais alors à l'international, c'est encore plus important, parce que vous avez des pays qui, par exemple, pourront dire moi, la loi applicable au contrat de mariage, c'est la loi de nationalité du mari. Ça arrive. Hein. Et si c'est une loi qui n'est pas favorable forcément aux épouses, par exemple, ça peut être un peu problématique. Donc je vous conseille avant de partir quand même de faire un contrat de mariage. Voilà, parce que la séparation à l'étranger, ça peut être très problématique parfois. Ça peut être très problématique, effectivement. Alors, il y a quelque chose qu'il faut retenir quand même quand on est dans un contexte international. On vous préconise, et vraiment c'est très important, avant de vous expatrier, et j'ai envie de dire avant tout changement aussi de pays, c'est-à-dire vous décidez demain vous allez vivre en Italie, très bien, vous expatriez, mais c'est pas dit qu'après l'Italie vous ne souhaitiez pas aller en Espagne, aux États-Unis, au Japon, peu importe. À chaque fois que vous franchissez des frontières, faites un bilan de votre situation, parce que selon là où vous irez, ce que vous avez fait ne sera pas forcément reconnu de la même façon. Donc il faut faire un bilan avant de partir. Mais quoi que vous fassiez, donc je vous conseille fortement de le faire, mais quoi que vous fassiez, on est quand même à l'international. Et donc, on a encore une fois chacun nos règles. On essaye de faciliter les choses dans l'Union européenne, très honnêtement. Beaucoup de choses ont été faites au niveau des règlements. Donc, on a réussi à, en tout cas, harmoniser, si ce n'est nos lois internes, parce que ça, c'est pas près d'arriver, mais au moins la façon de vous voir, c'est-à-dire quelle loi est applicable.
peu importe la loi que ce sera, mais en tout cas, une majorité d'États de l'Union vous verront de la même façon. Mais on ne peut pas éviter toutes les frictions non plus. Parfois, vous ferez tout ce qu'il faut faire, il y aura quand même des frictions. Parce qu'il y a des États qui sont très très différents en termes de législation et on ne pourra pas harmoniser les choses. Alors après, il faut être pragmatique, il faut trouver le bon juriste, le bon professionnel qui pourra vous accompagner, être en contact avec des juristes étrangers et voir avec eux comment ça se règle. Mais mine de rien, il faut faire très attention. Et c'est vrai que notamment en termes... Donc le régime matrimonial est important. Encore une fois, c'est comment vous gérez vos biens pendant le mariage. Ce que vous pouvez en faire librement ou bien vous êtes contraint de le faire à deux. Et ensuite, c'est comment sont partagés vos biens en cas de séparation. Et là, c'est pareil, la séparation... Alors, on ne peut pas tout envisager en termes de séparation. Si on parle des contrats de mariage, contrairement aux anglo-saxons, vous ne pouvez pas prévoir votre divorce. Voilà. Et même les anglo-saxons, c'est vraiment quand même laissé à l'appréciation du juge à la toute fin. Mais en France, vous ne prévoyez pas une pension ou quelque chose dans un contrat de mariage. Le contrat de mariage, ça ne prévoit pas ça. Vous pouvez éventuellement prévoir la loi applicable à votre divorce. Mais attention, uniquement les causes du divorce. Mais ça peut être important. Parce que typiquement, vous avez des États qui ne reconnaissent pas les divorces par consentement mutuel, par exemple. Le divorce à l'amiable. À l'amiable, qui ne le reconnaîtra pas. Là, on a un nouveau règlement qui est en application depuis 2022, qui s'appelle le règlement abrégé, Bruxelles II Ter, et qui notamment a harmonisé la situation par rapport au divorce déjudiciarisé. Vous savez qu'en France, maintenant, on peut divorcer sans juge. Ça facilite grandement les choses, ça va beaucoup plus vite. Il faut juste que vous vous entendiez sur les conditions du divorce. Mais vous pouvez divorcer sans juge. Il faut faire très attention quand on est dans un contexte international. Là, on a à part le Danemark, tous les pays de l'Union sont soumis au règlement, ce qui veut dire que votre divorce à l'amiable déjudiciarisé français sera reconnu dans les pays de l'Union. Si vous sortez de l'Union, tous les pays ne reconnaissent pas le divorce non judiciaire. Donc divorcer en France avec des biens à l'étranger, alors en pays qui ne reconnaît pas, le Canada, le Québec. Le Québec ne reconnaît pas le divorce non judiciaire. Et vous avez des biens au Québec. Mais on ne vous considérera pas comme divorcé au Québec, en fait, puisqu'ils ne reconnaissent pas cette forme de divorce. Donc si vous êtes dans un contexte international, il est fortement recommandé, même si vous entendez suffisamment bien pour divorcer sans juge, de faire quand même un divorce judiciaire. Donc ça, c'est quand même des petites choses, il faut quand même y penser, parce qu'on n'est pas vu de la même façon partout. Faire ce divorce judiciaire là, au Québec ou Non, on peut divorcer en France. Après, la reconnaissance est quand même plus ouverte. Pas partout, attention, c'est pareil. Il faut voir quel pays est concerné par votre situation. C'est toujours la même chose. En fait, on vous donne des généralités. Le problème, ça va être avec quel pays vous êtes en lien. Il y a des pays qui pourraient être, d'ailleurs, ça peut être étonnant de se dire le Canada ne reconnaît pas ça. Pourquoi? Alors qu'ils sont assez libéraux. Vous avez énormément d'États américains qui le reconnaissent, mais pas tous. Vous avez des pays du Maghreb qui le reconnaissent, pas tous. Donc c'est très variable. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un bilan de votre situation avant toute action qui a des conséquences à l'étranger. Mais effectivement, réfléchissez bien à ça. Si vous souhaitez divorcer, comment ça va être accueilli? Quelle forme, en fait? Et en fonction du pays. Mais c'est aussi un casse-tête, parce qu'on peut partir en famille et avoir plusieurs pays de destination et séparation, c'est difficile d'anticiper oui, c'est difficile. Son mariage partout dans le monde. On peut pas. On peut pas, mais on peut quand même sécuriser. Il faut sécuriser au maximum. Il faut s'interroger à chaque fois qu'on bouge. Parce que là, moi, je vous parle de la France vis-à-vis d'autres pays, mais vous avez les pays entre eux. Si vous bougez d'abord en Italie et que vous bougez ensuite en Espagne, il y a aussi la relation que vous allez avoir entre France et Espagne, qui sera aussi différente. Donc, c'est important de voir les situations dans lesquelles vous êtes et quel pays vous avez en... Alors ça, c'est pour le mariage. On peut passer aussi derrière au patrimoine, la gestion du patrimoine, notamment pour penser succession à ses enfants. Là aussi, il faut y penser, même quand on part. Ah oui, là, il faut penser. C'est pareil. Donc, vous passez une frontière, les choses changent. Il faut vraiment considérer ça. Parfois, vous allez avoir fait certaines choses. Ce qui se fait beaucoup en France, c'est les donations en démembrement. Par exemple, peut-être que vous en avez déjà fait. En France, ça a un réel intérêt, et notamment un intérêt fiscal. Vous donnez un bien en démembrement, donc vous donnez la nue propriété à vos enfants, vous gardez l'usufruit. Donc en gros, vous avez transmis déjà le bien dans votre propre succession, on n'en parlera plus, puisque l'usufruit ne va faire que revenir sur la tête
de vos enfants, en tout cas des donataires. Et on n'en parle pas. Fiscalement, l'usufruit en France, à la transmission au décès, il n'est pas fiscalisé. Donc c'est très bien, c'est vraiment un très bon outil de gestion de patrimoine, en tout cas de transmission de patrimoine franco-français. Par contre, si vous passez la frontière, le démembrement de propriété n'est peut-être pas connu. Si on prend le Royaume-Uni, tous les pays de droit anglo-saxon, de manière générale, peut-être que vous connaissez la forme du trust. Les anglo-saxons, ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais les anglo-saxons adorent les trusts. Nous, c'est pas un instrument qui est reconnu, en fait. On n'a pas cet instrument-là en droit français. On a vaguement une sorte de fiducie qui pourrait s'apparenter un peu, mais objectivement, c'est pas le cas. Donc, nous, déjà, si on a des successions, on a des trusts, ça va être très compliqué à gérer. Fiscalement, c'est-à-dire qu'un trust, c'est une famille qui crée un trust pour préparer la succession. C'est ça aussi, vous avez différentes formes de trust. Un des plus connus, c'est effectivement le trust testamentaire, qui est une forme de transmission finalement de son patrimoine. Vous avez quelqu'un au décès du décujus qui va s'occuper de gérer tous les biens qui ont été transmis par le décujus. C'est lui qui va, du défunt, c'est lui qui va potentiellement, selon la nature de ce qui aurait été mis dans le trust, lui qui va décider si les héritiers, les bénéficiaires du trust, ont droit à quelque chose, quand, comment. C'est pas une institution qu'on connaît, mais c'est une institution qui par contre peut avoir de lourdes conséquences fiscales, parce que nous, on va pas reconnaître ça comme un trust, on va reconnaître ça comme un patrimoine qui est transmis, donc avec une fiscalité. Donc le trust, pour nous, côté français, ça n'a aucun intérêt, mais inversement, côté pays anglo-saxon notamment, un démembrement de propriété, ça n'a pas d'intérêt. En fait, si vous prenez le Royaume-Uni, vous faites un démembrement de propriété, dans la succession du défunt, ils vont considérer que le défunt est toujours plein de propriétaires. Donc vous aurez transmis en France, très bien, on sera content. Côté français, vous ne serez pas retaxé à la succession, c'est super. Côté anglais, ils vont dire, mais oui, mais pour nous, le bien, il est encore dans votre patrimoine. Donc, il peut y avoir il le réintègre. Il le réintègre et on est fiscalisé. Vous avez des pays qui connaissent totalement le démembrement, par exemple l'Espagne. Mais l'Espagne, à la succession du défunt, si on est d'après la convention fiscale, parce qu'on a une convention fiscale, pardon, va taxer la transmission de l'usufruit. Donc, vous avez transmis en nue propriété en France. En France, votre transmission d'usufruit ne sera pas taxée, puisqu'elle fait que s'éteindre. Par contre, en Espagne, ils vont mettre dans le patrimoine du défunt, et donc fiscalisable, l'usufruit. Donc, il y a quand même des écueils sur les outils qu'on utilise en France qui peuvent ne pas être totalement reconnus. Et donc, bon, il faut faire un testament. C'est quoi les solutions pour... Alors, le testament est... Oui, alors, donation, ça n'empêche pas que vous pouvez en faire. Il faut juste voir par rapport à quel pays on va se positionner, voir si ça peut avoir un intérêt. Vous avez aussi une institution qui se fait beaucoup en France, j'en parle juste parce que justement on vient au testament après, c'est ce qu'on appelle les donations entre époux, donations au dernier vivant, ça se fait beaucoup, c'est honnêtement en droit interne un très bel instrument, mais c'est un pacte sur succession future. Or, c'est connu quasiment uniquement en France, ce type de pacte, et les pactes sur succession future, de manière générale, sont très très peu reconnus dans le monde. Maintenant, encore une fois, on est dans l'Union européenne, on a donc un règlement succession qui s'applique depuis 2015 aux successions dans 25 États sur les 27 de l'Union et qui permet de reconnaître les pactes sur succession future. Donc normalement, dans l'Union européenne, vous ne devez plus avoir de difficulté à faire reconnaître votre donation entre époux. Mais ça, c'est l'Union européenne. Si vous partez plus loin, potentiellement, elle ne sera pas reconnue. Donc, ce qu'on conseille aux personnes qui s'expatrient, quand elles ont fait une donation entre époux, c'est de faire un testament. Parce que pour le coup, le testament est reconnu quand même dans énormément de pays. On a une convention relative au testament qui a été signée par énormément de pays. Donc, il y a une grosse facilité de reconnaissance des testaments. Ensuite, bien sûr, c'est une chose que votre testament soit reconnu à l'étranger. C'en est une autre de savoir ce qu'on y met dedans, parce que vous pouvez mettre quelque chose dans un testament qui, dans le pays dans lequel il s'appliquera, ne sera pas autorisé. Si on prend un testament fait à l'étranger, en France, on va le reconnaître extrêmement facilement. Il faut vraiment le vouloir très fortement pour faire un testament non reconnu, en tout cas en la forme en France. Par contre, si dedans vous mettez « je déshérite mes enfants », on a des règles très spécifiques. En France, on n'est pas censé pouvoir déshériter ses enfants. Alors bien sûr, je vous parlais d'un règlement succession européen, de l'Union européenne. Dans ce règlement, on autorise le futur défunt à faire un choix de loi. Si on ne fait pas de choix de loi, ça fait partie de ces petites choses auxquelles il faut penser quand on s'en va, quand on quitte la France. C'est que pour déterminer sous quelle loi votre succession va être réglée, donc en gros, qui va hériter de vous, dans quelle proportion, essentiellement.
Si vous ne faites pas de choix de loi et que vous vous en remettez au destin, nous, du point de vue français et dans 25 États de l'Union européenne, ce qu'on va regarder, c'est quelle aura été votre dernière résidence habituelle au moment de votre décès. Dans quel pays c'était? On va regarder ce pays et on va regarder la loi de ce pays. Alors, il y a une forme de renvoi qui est autorisée, mais on va faire ça simple. De manière générale, ça va être la loi de votre dernière résidence habituelle. C'est peut-être une loi qui ne va pas du tout vous convenir. C'est peut-être une loi, par exemple, si vous prenez les lois le droit musulman, par exemple, très souvent, vous favorisez les garçons par rapport aux filles. C'est peut-être pas ce que vous voulez. Vous allez passer votre retraite dans un pays du Maghreb ou dans un pays chaud où s'applique le droit musulman. Vous pouvez vous retrouver avec une inégalité entre vos enfants. C'est pas forcément ce que vous aviez envie de faire. Le règlement européen vous permet de choisir la loi applicable à votre succession. Par contre, attention, ça ne peut être qu'une seule loi, c'est la loi de votre nationalité. Si vous en avez plusieurs, vous avez le choix, mais c'est uniquement la loi nationale. Et ça peut avoir un intérêt, c'est sous forme testamentaire. Donc vous faites un testament, et dans ce testament, vous dites « je désire que ma succession soit traitée selon la loi de ma nationalité, la loi française ». Et par exemple, si vous faites des donations partage, c'est encore un pacte sur succession future ou une donation entre époux, sous la loi française, c'est reconnu. Donc on pourra le traiter comme si vous étiez resté en France par rapport à ça. Donc ça a quand même un intérêt. Sinon, vous êtes quand même soumis à un aléa. Vous ne savez pas où vous allez résider quand vous allez décéder. Donc ça peut être intéressant. Il y a vraiment énormément de choses à préparer quand... Oui, c'est vraiment ça fait beaucoup de choses à retenir. Vous ne retiendrez pas, c'est pas grave, venez nous voir. Mais c'est vrai que la seule chose qu'il faut vraiment retenir, c'est que ça n'est vraiment pas anodin de passer les frontières. On ne part pas de France avec tout ce qu'on a en France. Les autres pays ne vous reconnaîtront peut-être pas. Et c'est normal, ils ont chacun leur façon de voir les choses, ils ont chacun leurs règles, ils ont même on parlera peut-être légèrement sur la fiscalité, parce que ça, c'est encore un autre point. Là, ça, c'est très important. Tout ce que je vous ai dit au niveau des choix de loi, ça n'est que civil, ça n'est pas fiscal. Retenez bien, on ne choisit jamais sa loi fiscale. Quoi qu'il arrive, ce serait trop facile. Donc personne ne choisit sa loi fiscale. Par contre, les lois civiles, c'est intéressant. On a des outils pour les choisir. C'est reconnu quand même dans un certain nombre de pays, en tout cas autour de nous, donc des pays où vous êtes plus susceptibles d'aller quand même. Donc pensez au choix de loi sur les différents points. Faire un choix de loi, faire un contrat de mariage, faire un testament, étudier donc les situations pays par pays avec des experts. Alors, notaire spécialisé en droit international. Voilà. Et par contre, justement, sur ces questions fiscales, est-ce que, par exemple, les notaires peuvent aider ou il faut... Oui, en termes de transmission, les notaires sont quand même des spécialistes de la fiscalité de transmission, donc successorale, par donation, etc. Donc le notaire sera à même, les notaires notamment spécialisés en droit international seront à même de vous répondre. Mais faites attention effectivement aux lois fiscales parce que... on a l'impression, par exemple, vous quittez la France, vous dites bah moi j'ai quitté la France, c'est bon, je ne plus rien, mais les lois fiscales sont très perverses parfois. Et vous pouvez vous dire bah moi je suis partie, mais par exemple vous avez, alors je vous conseille d'aller le regarder, c'est l'article 4B du Code général des impôts qui détermine comment la France vous considère comme résident fiscal français. C'est très important parce que, par exemple, vous avez des gens qui vont partir passer leur retraite au Portugal. Et ils vont dire, moi, je suis parti, je suis au Portugal. Donc, Et en plus, au Portugal, vous avez les conventions avec les impôts sur le revenu. Donc, vous dites, moi, j'ai déclaré que j'étais résident fiscal au Portugal, tout va bien. Oui, mais on n'a pas de convention fiscale avec le Portugal en ce qui concerne les successions, notamment. Alors, ce qu'il y a de bien au Portugal, c'est qu'il n'y a pas de droit de succession en ligne directe, ni pour les conjoints. Mais mine de rien, on n'a pas de convention fiscale. Donc, il n'y a pas une convention qui va trancher un conflit de juridiction, de résidence fiscale. Et si vous avez tous vos intérêts économiques qui viennent de France, et notamment pour les retraités, si toutes vos retraites viennent de France, vous avez encore un lien avec la France. Et si vous lisez le Code général des impôts, la France va vous considérer, d'un point de vue successoral, comme résident fiscal en France. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, OK, donc vous êtes résident pour moi, vous êtes résident fiscal d'un point de vue successoral en France. Or, en France, c'est très très facile d'être taxé au niveau des successions. Il suffit que le défunt soit résident fiscal en France, ce qui est très facile si vous avez tous vos revenus qui viennent de France, ou alors si vous êtes effectivement bien résident fiscal non français, mais que vos héritiers sont tous résidents fiscaux en France, ou même l'un d'entre eux, ou alors aucun de vous n'est résident en France, mais vous avez encore une maison en France, vous allez être taxé en France en fait. Donc ça, il faut faire attention, c'est pas parce que vous partez que votre succession ne sera pas taxée en France.
Ça, par contre, il faut être informé pour peut-être éventuellement faire ce qu'il faut avant, mais il n'y a pas non plus beaucoup de solutions, hein. La résidence fiscale, c'est quand même très arrêté, c'est une situation de fait. Donc l'administration, elle va regarder où vous êtes par rapport à ces textes à elle, hein. Donc voilà. Et des choses peuvent aussi se compliquer quand il y a du patrimoine qui est dans deux pays différents. Oui. Parce qu'encore une fois, et là c'est encore plus vrai en fiscalité, chaque pays est souverain. On a des conventions fiscales. Il n'y a pas de souci, mais elles sont très peu nombreuses en succession. On en a une trentaine en France et c'est que des conventions bilatérales. Donc on a une trentaine de conventions fiscales en termes de succession et on en a une dizaine, peut-être 11 en termes de donations. C'est encore pire pour les donations. Donc si on n'a pas de convention fiscale, là, il y a deux choses à retenir. La première, c'est que chaque État va avoir ses propres règles pour savoir si lui vous considère comme résident fiscal chez lui. Et ça a des incidences. Et une fois qu'on a déterminé quel pays vous considère comme résident fiscal, si les deux vous considèrent résident fiscal au niveau de la taxation des successions, vous risquez une double taxation. Donc c'est quand même très important. C'est vraiment quelque chose à voir avant. Les conventions fiscales sont pratiques dans le sens où vous ne pouvez pas avoir de conflit de résidence fiscale. Elle va trancher le conflit. En fonction de ses propres règles, il faut les lire, c'est les premiers articles, le premier article des conventions. Elle va donner les clés pour vous considérer résident dans un pays ou l'autre. Une fois que vous avez déterminé dans quel pays vous êtes résident fiscal au titre de la succession, et qui sera reconnu et dans un pays et dans l'autre de la Convention, là, c'est la Convention qui va déterminer quel bien de votre patrimoine successoral sera taxé dans tel pays ou dans tel pays. Sachant que ce n'est pas aussi simple que de dire j'ai une maison en Espagne, elle sera taxée en Espagne, j'ai une maison en France, elle sera taxée en France. Il y a ce qu'on appelle le taux effectif, qui est un petit peu compliqué à appliquer, ce n'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, vous évitez les conflits de résidence fiscale et ensuite vous évitez au maximum les doubles impositions. Bon, même si on n'a pas de convention fiscale, la France a un petit article dans le Code général des impôts qui vous permet d'échapper quand même pas mal quand même, à la double taxation dans un grand nombre de cas, mais ce n'est pas non plus efficace à 100%. Il y a des conditions, donc il vaut mieux être dans un pays avec une convention fiscale. Mais bon, il n'y en a que 30. Hein. Vous êtes vraiment un puits d'informations et de conseils. Il nous reste 8 minutes. Si vous avez des questions à poser, Maître Maurer, c'est quasiment tout. Vous avez réponse, non, quasiment à tout. Non, mais parce que pour avoir échangé avant, effectivement, vous m'avez impressionné dans tous les cas de figure possibles et imaginables. Alors, vous n'êtes pas la seule notaire spécialisée en droit international. Déjà, à qui s'adresser pour avoir des conseils sur ces questions-là, de mariage, de contrat de mariage, de comment je veux m'expatrier en famille. C'est un notaire spécialisé en droit international. Et comment on le trouve? Alors, c'est vrai que c'est une matière très particulière. Tous les notaires font du droit international. C'est dans nos études, on est obligé, de toute façon, on est confronté tous les jours. Mais c'est quand même une spécialité très particulière qui est très dense. Donc, effectivement, on est un certain nombre de notaires, mais pas tous les notaires spécialisés en droit international. Donc, aujourd'hui, au stand des notaires de France, vous avez des spécialistes. Si vous en cherchez un, vous pouvez contacter le Conseil supérieur du notariat, qui vous donnera des noms de notaires spécialisés, voilà, en fonction de vos régions. Il y en a un peu dans toute la France quand même, hein, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, une question, et puis il y a une deuxième question. Bonjour maître. Bonjour. J'avais une question. Si on choisit la loi française sur le plan civil, par exemple dans un testament fait à l'étranger, en Union européenne, est-ce qu'il y a plus de risques que la loi fiscale française soit applicable en cas de succession? Alors là, pour le coup, c'est vraiment détaché. Votre choix de loi civile n'a aucune incidence sur la loi fiscale qui s'appliquera à votre succession. Et vraiment, ça va être des circonstances de fait. On va regarder, si on n'a pas de convention, par exemple, on va regarder, donc il faut vraiment lire l'article 4B du CGI, il est important. Donc ça va être le lieu de votre foyer, de votre résidence principale. Si on ne peut pas déterminer avec ça, vous avez le lieu de votre activité professionnelle. Et si vous êtes à la retraite, ce qui peut arriver du coup quand on s'expatrie notamment Portugal, Espagne, ça va être d'où vous tirez l'essentiel de vos revenus économiques. Donc ça peut être les retraites. Et ça, vous ne pouvez pas y déroger, si ce n'est avoir par exemple plus de revenus dans le pays où vous êtes parce que vous avez des revenus fonciers, enfin voilà, plus de revenus dans un autre pays que la France, mais sinon c'est très compliqué d'échapper à la loi fiscale. C'est pas par un choix de loi que vous échapperez à la loi fiscale.
Mais malgré tout, excusez-moi, lorsqu'il y a une convention, c'est la convention qui prévaut. Oui, quand on a une convention, notamment pour régler la question de la résidence fiscale, par exemple, si je prends l'Espagne, si vous résidez plus de la moitié de l'année, enfin il y a des règles un peu plus précises, mais plus de la moitié de l'année en Espagne, ils vont vous considérer comme résident fiscal en Espagne. Et en France, si vous tirez l'essentiel de vos revenus de patrimoine français, de vos retraites, on va vous considérer comme résident fiscaux. Donc, en fait, vous serez résident fiscal et pour l'Espagne et pour la France. Et là, on a une convention. Et c'est la convention en fonction de ces critères à elle, qui pour le coup ne sont pas des critères alternatifs, c'est le premier que vous remplissez dans la liste, qui est une liste figée, qui va vous considérer comme résident fiscal de l'un ou l'autre des pays. Et en fonction de là où vous serez considéré par la Convention comme résident fiscal, là on va appliquer les articles de la Convention fiscale pour dire voilà, le bien immobilier est situé en Espagne, il sera taxé par l'Espagne, mais monsieur à son décès était résident fiscal, on le considère comme résident fiscal en France, ces comptes bancaires seront taxés par la France. Schématiquement, ça se passe un peu comme ça. Mais si on n'a rien en France, en fait, on a peu de risque d'être taxé en France, j'imagine. Parce que la France n'en saura rien. Alors, si on est avec l'Espagne, on a moins de risques. Mais si vous n'avez rien, vous allez être taxé quand même sur votre patrimoine mondial. Si vous êtes considéré, vous, défunt, comme résident fiscal en France, tout votre patrimoine mondial va être taxé par la France. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus de biens en France que les héritiers ne seront pas taxés. Si les héritiers sont en France. Si les héritiers sont en France. Mais même s'ils ne le sont pas et que vous l'étiez à votre décès, tout votre patrimoine transmis va être taxé en France. Si vous n'êtes pas résident fiscal en France et que aucun de vos héritiers ne l'est non plus, et que vous n'avez pas de biens en France, alors là, personne ne sera taxé. La France, il n'y a plus de... Avant de laisser le micro à la dame qui est là, on a une question du web, donc c'était sur les trusts. Finalement, concernant les trusts, ils peuvent bien produire des effets fiscaux seulement en France, même s'ils ne sont pas reconnus. Oui, parce que l'outil en lui-même n'est pas reconnu, c'est-à-dire tout ce que ça apporte dans les pays qui le reconnaissent et qui l'utilisent, ça n'apportera rien chez nous. Par contre, fiscalement, ça fait partie les biens qui ont été apportés au trust font partie du patrimoine. Du point de vue français, fiscal français, les biens qui font partie du trust font partie du patrimoine du souscripteur du trust. Et donc, on va prendre ce que vous avez mis dans le trust et on va dire c'était dans votre patrimoine, donc on le taxe. Donc fiscalement, il y a une incidence. Mais civilement, on ne reconnaîtra pas les effets du trust. Hein. Ça, on n'a pas de... Madame ? Vous avez parlé de l'Union européenne. Qu'en est-il de la Suisse? Est-ce que vous pouvez donner quelques points clés, quelques grandes lignes sur la Suisse? Alors, droit interne suisse, je ne suis pas juriste de Suisse, mais par contre, ils ne sont pas dans l'Union européenne, donc les règlements ne sont pas applicables par eux. Ce n'est pas parce que, par contre, eux ne sont pas dans les règlements, ne sont pas soumis aux règlements que nous, on ne les applique pas. De notre point de vue, en général, nos règlements de l'Union sont de portée universelle. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en gros, nous, on va déterminer la loi en fonction de ce que va nous dire le règlement. Mais là, pour le coup, la Suisse a ses propres règles de droit international privé. Donc, elle va appliquer ces règles pour déterminer, elle, comment elle va gérer la question qui lui est soumise. On n'a plus de convention fiscale avec la Suisse en termes de succession. Elle a été dénoncée. Donc, on risque une double taxation. Après, selon les cantons, il y a beaucoup de cantons qui ne taxent pas. Donc, vous avez moins de risques de double taxation, mais vous en avez quand même. Et effectivement, pour nous, la Suisse est un État tiers sur ce type de questions. Donc, on n'a pas une harmonisation de notre façon d'aborder votre situation. Avec donc risque de double taxation. Oui. Alors, l'avantage qu'on a en Suisse, c'est que voilà, on a beaucoup de cantons quand même qui ne taxent pas trop. Donc, il y a cet intérêt-là. La Suisse, juste si ça peut intéresser au niveau des divorces sans juge, a priori reconnaissent ce type de divorce. Donc, ça peut être intéressant. Bon, après, ce n'est pas un pays qui est très éloigné. On n'a pas non plus une législation si différente que ça non plus. Ouais, on a presque la même culture. Une dernière question, parce qu'on doit... Oui, bonjour. Bonjour. Dans le cadre d'une préparation de succession, imaginons qu'on vende le gros de son patrimoine immobilier, qu'on ne garde qu'un seul bien en France, donc on est taxé en France, les enfants sont taxés en France, mais que ce bien contient du mobilier, des tableaux ou des bijoux qui ont une énorme valeur par rapport au bien immobilier. Est-ce qu'on peut quand même opter pour les 5% de la valeur immobilière? C'est-à-dire qu'on a un bien qui ne vaut pas grand-chose, on paye 5%, enfin, on a l'équivalent du contenant
à 5% alors qu'il vaut beaucoup plus. Est-ce que c'est faisable ou pas? Le forfait 5%, de toute façon, on peut l'appliquer à partir du moment où, par exemple, si vous avez des biens de valeur, peut-être qu'ils sont assurés. Si c'est assuré, vous ne pourrez pas faire le 5% puisque vous avez fait dans votre déclaration d'assurance une déclaration de la valeur. Donc ça dépendra vraiment de la configuration de ce que vous avez fait ou pas. Après, le 5%, il est applicable. C'est un forfait qu'on vous autorise à appliquer dans le cadre d'une succession. Allez, une toute dernière question, puisqu'il reste 30 secondes. Là, c'est au premier rang. Oui, bonjour maître. Peut-être que vous avez expliqué ce cas-là, mais je n'ai pas tout retenu. Si vous avez un Français qui travaille, qui habite à l'étranger et qui malheureusement décède, est-ce que c'est bien en France pour des héritiers en France seront taxés selon la loi du pays où il habite ou selon la loi française? Alors ça dépendra si vous avez une convention avec ce pays-là, mais en principe, vraiment, ce qu'il faut retenir sur la taxation de la succession en France, c'est si vous avez votre défunt qui est considéré par la France comme résident fiscal, toute sa succession, quel que soit son patrimoine et quel que soit le lieu de résidence fiscale de ses héritiers, sera taxé par la France. Si votre défunt réside et n'est pas fiscalement résident en France, donc la France ne le reconnaît pas comme tel, mais que ses héritiers sont résidents fiscaux en France, tout ce qu'ils vont recevoir de son patrimoine mondial sera taxé par la France. Maintenant, si ni le défunt ni les héritiers ne sont résidents fiscaux en France, mais que vous avez un bien qui est en France, la transmission de ce bien sera taxée en France. Merci. Désolé, le temps nous est compté. Il faut qu'on laisse la salle pour une autre intervention. Merci infiniment, Maître Monfrère. De toute façon, vous pouvez aller poser d'autres questions aux notaires qui sont présents sur le salon. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Merci.